Non, un 3 2. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Catherine Travers. Je suis agente de développement bidémocratique à Concertation Montréal. Donc, c'est une des organisations qui a collaboré pour le projet MTL qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Concertation Montréal, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, est une organisation qui regroupe des membres de la communauté socio-économique avec les élus pour travailler ensemble pour le développement de la région de Montréal. J'inviterai maintenant Léla et Josiane à se présenter. Bonjour, mon nom est Laïla Belmaï. Je suis responsable du développement et des communications à la Coalition montréalaise des tables de quartier. Donc la CMTQ qui rassemble depuis 25 ans maintenant 30 tables de concertation locales qui donc va offrir des espaces de soutien, d'échange entre les quartiers, mais aussi faire remonter à une échelle plus régionale tout ce qui se passe donc dans les quartiers. Donc, si jamais il y en a qui ne sont pas familiers, les tables de quartier sont donc des tables de concertation qui vont rassembler les forces vives d'un quartier et mener des actions concertées pour un développement social, urbain, inclusif et solidaire donc, des quartiers montréalais. Et bonjour, Josiane Maheu de Relais Femmes. Donc, Relais Femmes, c'est une organisation féministe, en fait, de liaison, de transfert de connaissances qui existe depuis maintenant 42 ans. Donc, qui a comme mission, justement, de faire le lien entre les groupes de femmes, groupes communautaires et les milieux universitaires principalement et institutionnels aussi. Donc, qui, en fait, bâtit, mobilise la connaissance des différents milieux féministes par de la formation, par de l'accompagnement, par de la concertation, d'animation, donc sous différentes formes nationales, donc basées à Montréal, mais qui existent, qui dessert l'ensemble du territoire québécois aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Léla et Josiane. Donc, je vais maintenant partager mon écran. On a préparé un petit PowerPoint pour vous montrer un peu plus d'informations sur nos conclusions du projet MTL. Pardon, j'ai un petit problème technique. Ah, voilà. Voilà. OK, est-ce que vous voyez l'écran? Yes. Excellent, parfait. Donc c'est ça. Donc, nous, on avait participé au projet, les trois organisations ensemble. On a eu un financement de la part du gouvernement canadien pour la mise en œuvre du projet MTL. Donc, la conclusion de ce grand projet-là était vraiment le développement d'une trousse d'outils MTL, pratique participative, égalitaire et inclusive. Donc, pour aujourd'hui, notre déroulement pour notre présentation, mais premièrement, on va bien sûr vous présenter le projet MTL. Donc, on veut que vous compreniez justement les objectifs, un peu plus sur les partenaires, les concepts de base, un peu les conclusions, donc un petit résumé du projet et des réalisations aussi qu'on a fait ensemble. Deuxièmement, ce sera vraiment la partie plus la trousse d'outils. Donc, qu'est-ce que c'est cette trousse d'outils? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est pertinent pour quel contexte, quel secteur d'activité, etc. Puis, on va aussi partager quelques exemples concrets de pratiques prometteuses que vous allez retrouver justement dans notre trousse. En termes d'objectifs de notre présentation aujourd'hui, ben, c'est ça qu'il y a deux grands objectifs. Premièrement, c'est vraiment de connaître ce projet MTL, de vous permettre justement de vous approprier le contenu de la trousse pour pouvoir l'utiliser par la suite. Le deuxième objectif, c'est de bien identifier les applications possibles de pratiques de participation citoyenne égalitaire et inclusive. Donc, on sait très bien que vous êtes dans le contexte d'un cours de gestion participative et qu'on est vraiment sûr et certaine aussi là, que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui peut vous servir. Donc, le projet MTL avait ses propres objectifs aussi. Donc, premièrement, c'était vraiment de comprendre. Donc, quels sont les obstacles systémiques qui freinent à la participation des femmes au développement de leur communauté? Puis après qu'on aurait saisi ces objectifs-là, c'est d'essayer de voir quelles sont les pratiques innovantes qui peuvent être mises en place en temps dans un contexte de démocratie participative afin d'éliminer ou de surmonter ces obstacles à la participation des femmes.
Donc, comme on vous a déjà présenté en début de présentation, donc c'est un projet qui est vraiment mené de concert avec les 3 organisations qui sont représentées ici aujourd'hui. C'était aussi un projet sur 3 ans. Donc, c'est un projet qui a été financé justement par le gouvernement fédéral, donc Femmes et égalité des genres, Canada. Il y avait aussi, ce qui était intéressant, puis peut-être une des forces aussi du projet, c'était vraiment la diversité de milieux de participation où on a pu évaluer un peu ce qui se passait, prendre des constats en termes de barrières et obstacles à la participation des femmes, mais aussi expérimenter, donc mettre en œuvre différentes pratiques pour essayer de voir un peu ce qui semble marcher ou non. Donc là, on parle de milieux de participation dans un contexte municipal et paramunicipal, mais aussi dans les espaces de concertation intersectoriale et locale, et aussi dans les grandes consultations publiques de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM. Oui, merci. Donc, l'approche, en fait, qui a été adoptée par le projet MTL, c'est ce qu'on appelle la CS+, donc l'analyse comparative entre les sexes dans une perspective intersectionnelle. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, cette approche-là? En fait, c'est une approche qui, depuis plus de 25 ans maintenant, au niveau fédéral, a été mise en œuvre à la suite d'une grande conférence internationale de l'ONU, donc la 4e conférence sur les femmes qui a eu lieu à Beijing en 1995. Et à la suite de ça, il y a eu des délégations, en fait, de tous les pays, donc, qui ont fait le constat qu'il y avait encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que ça se reflétait dans les politiques publiques, dans les politiques des États aux différents niveaux de paliers décisionnels. Et donc, les États, donc le Canada, le Québec, ont pris des engagements pour essayer de mettre des lunettes, finalement, pour s'intéresser aux dynamiques de discrimination qui résultent des interactions entre les croisements, entre les différentes oppressions, privilèges que vivent les femmes, que vivent les hommes, que vivent les femmes entre elles. Donc, une des définitions, on pourrait en proposer plusieurs, mais celle que les femmes ont retenue, c'est un processus dont la particularité est de prendre constamment en compte lors de la mise en place d'une initiative. Donc, ça peut être un projet, une loi, un règlement, un programme, etc., etc., des réalités différentes que vont vivre les femmes et les hommes, mais aussi les femmes entre elles, en raison des expériences particulières, de la socialisation reçue, des regards différenciés qu'on porte sur elles. Donc, c'est une approche qui est à la fois transversale, dans le sens où elle s'applique à tous les domaines politiques et à toutes les étapes de cycle de gestion de projet. Donc, dès le moment où on conçoit, on planifie un projet, jusqu'à l'évaluation et la mise en œuvre, le suivi, c'est en fait une posture d'analyse, c'est une façon un processus qui va prendre en compte les réalités et les besoins différenciés des hommes, des femmes et des personnes qui ont d'autres identités de genre. Dans quel but? Dans le but de prévoir les effets distincts que ça va avoir sur les différentes personnes pour réduire finalement les discriminations et éviter surtout de les reproduire et d'être un vecteur dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une perspective de justice et de transformation sociale qui cherche à identifier les angles morts, à comprendre les logiques de discrimination systémique, à poser un regard critique sur nos biais inconscients, sur nos préjugés, sur nos stéréotypes en tant qu'individus, mais aussi, surtout, en tant que société collectivement. Donc, à reconnaître le regard systémique du sexisme, du racisme, du capacitisme et l'imbrication, le croisement que ces différentes oppressions-là peuvent avoir sur les conditions de vie de différentes femmes. Et donc, l'objectif ultime, d'arriver à une égalité en déconstruisant ces rapports inégalitaires de pouvoir. Donc, l'ACS+, c'est tout ça à la fois, finalement, et c'est vraiment ce qui a porté, c'est l'approche, la posture qui a porté l'ensemble du projet MTL tout au long de ces 3 années-là. Si on va à la prochaine diapo. Donc, cette petite image-là, on la trouve intéressante, en fait. Donc, la personne en chaise roulante qui dit « Pouvez-vous déblayer la rampe d'accès? » La personne qui répond « Toutes les autres élèves attendent pour les escaliers. Dès que j'aurai terminé de les déblayer, je m'occuperai de la rampe. » Mais si vous déblayez la rampe en premier, tout le monde pourra entrer. Donc, c'est une image, en fait, qui montre bien ce qu'est l'accessibilité universelle, mais je trouve qu'il s'applique aussi très bien à la question de l'ACS+, ou de la posture d'inclusion. Dans une logique un peu d'entonnoir, pendant longtemps, en fait, la société, les prises de décision dans la gouvernance ont été faites de telle façon qu'on mettait de l'avant, en fait, la majorité ou le groupe majoritaire pour prendre des décisions en fonction de ça.
là où on change un peu de paradigme, où on change un peu la posture d'analyse avec l'ACS+, c'est de dire on va s'intéresser aux groupes que la société marginalise. On va s'intéresser aux femmes qui sont dans les marges, qui sont mises de côté, qui sont exclues, et on va essayer de comprendre les réalités et les besoins de ces différents groupes-là, qui peuvent varier selon les contextes, selon les conjonctures, selon les milieux dans lesquels on se trouve. Et les lieux de participation citoyenne en sont un bon exemple. Et donc, de cette façon-là, c'est cette idée-là de déconstruire des discriminations, de déconstruire des inégalités. Et cette image-là, finalement, dit, ben, si on avait décidé de déblayer d'abord la rampe d'accès, ça aurait été bénéfique pour tout le monde. Personne n'aurait été exclu ou discriminé, alors que si on débute avec les escaliers, ben, il y a une personne qui doit attendre, qui est mise de côté, et personne en ressort gagnant finalement. Donc, cette logique-là de penser au bien commun pour que l'égalité dans la société soit, en fait, pensée en amont des projets ou en amont des décisions est assez fondamentale là, à la CS+, et à MTL de façon globale. Par la suite, pourquoi donc un regard plus spécifique sur les femmes? Bon, ça permet que leur participation, en fait, de faire valoir leur développement, l'expertise particulière dans la vie quotidienne, être reconnues comme des interlocutrices qui sont crédibles, prendre des décisions qui sont inclusives et des actions qui sont plus adaptées. Dans l'approche intersectionnelle, quand on fait référence au plus, on dit souvent, par exemple, les réalités, les obstacles que vont vivre certaines femmes noires vont être spécifiques et particulières et à leurs conditions de femmes, mais aussi à leurs conditions de personnes noires. Donc, tout ça est imbriqué. Donc, si on ne vit pas cette réalité-là, si on n'a pas été confronté à des discriminations, on peut ne pas être sensible ou ne pas avoir même conscience de ces inégalités-là. Donc, un regard spécifique sur les femmes et sur certaines réalités, certains vécus de certaines femmes, ben, va permettre justement d'approfondir et d'aller de façon plus précise et plus pointue pour déconstruire ces inégalités ou ces discriminations-là qui peuvent subsister. Donc, d'où l'importance d'avoir la participation des femmes et de toutes les femmes pour cette expertise, en fait, de reconnaître leur expertise et leur vécu particulier comme source de prise de décision aussi pour une société meilleure, en quelque sorte. Donc, en quelques mots, les 4 étapes du projet MTL, donc ça s'est échelonné sur 3 ans. Il y a d'abord eu un état des lieux, un forum d'échange dont Catherine va nous parler dans quelques instants, mais qui a permis vraiment d'aller identifier un certain nombre de pistes de solutions de façon vraiment co-construite et assez, je dirais, intégrée. Donc, il y avait des gens et des tables de quartier et des élus et des gens de la ville, donc toutes sortes de personnes qui étaient là. Ensuite, toute une phase d'expérimentation et finalement, Léla va nous parler un petit peu plus tard de la phase de diffusion des bonnes pratiques aussi. Donc, ça a été vraiment les différentes étapes du projet. Finalement, sur la question des obstacles à la participation, donc pour parler un petit peu plus de la question de l'état des lieux, il y a différents obstacles là, dans la première année du projet qui ont été identifiés. Donc, tous les obstacles liés à la question de la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle. Donc, la question du temps disponible, la répartition inégale des tâches, la sursollicitation, ça vient comme obstacle qui ont fait en sorte que plusieurs femmes ont dit que c'est difficile de s'impliquer, de participer dans des lieux parce qu'il y a cet enjeu-là d'articulation, vie personnelle, vie professionnelle. Tous les obstacles liés aux barrières qui peuvent être physiques et linguistiques, donc la question de l'accessibilité universelle, la question de l'éloignement, du non-accès de certains lieux qui seraient choisis loin des transports en commun, par exemple, le sentiment de sécurité ou d'insécurité que peuvent vivre certaines femmes dans certains espaces publics le soir, les barrières qui peuvent être symboliques, le sentiment d'appartenance ou d'être bienvenue dans un lieu de concertation. Donc, il y a toutes sortes d'espaces de cet ordre-là aussi qui ont été nommés lors de l'état des lieux dans la première année du projet. Ensuite, il y en avait par rapport à la précarité socio-économique, donc les besoins de base qui sont non comblés. Lorsque c'est le cas dans une famille, par une femme, par exemple, chef de famille monoparentale, ben, ça ne sera peut-être pas évident ou ça ne sera pas sa première priorité de dire je vais aller participer à un événement de consultation publique, etc. Donc, agir en amont sur la question de pauvreté ou des besoins de base non comblés est
indissociable finalement à pouvoir s'impliquer par la suite dans d'autres activités plus collectives, sur des enjeux plus collectifs. Il y avait une série aussi d'obstacles sur la question de la procédure qui entoure la prise de parole. Donc, est-ce que les procédures sont bien expliquées? Est-ce qu'il y a une lourdeur des procédures ou au contraire, c'est assez flexible, c'est assez souple? Est-ce que les sujets proposés lors de la consultation publique ou de l'événement sont maîtrisés par les personnes qui sont présentes? Est-ce qu'on remet en question la pertinence des interventions? Donc, toutes sortes d'enjeux autour de cette question-là de procédure. Il y a aussi des obstacles qui sont ressortis sur la question des communications et des difficultés de mobilisation. Donc, est-ce qu'on donne l'information juste et complète dans des délais raisonnables aux personnes qui veulent participer à la consultation? Est-ce que les démarches de consultation sont bien structurées, sont expliquées, sont transparentes? Est-ce qu'on réussit par les stratégies de mobilisation à rejoindre différents groupes de personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de s'impliquer dans ce genre-là? Donc, comment faire en sorte pour sortir finalement de ce qu'on appelle souvent les super citoyens, super citoyennes, qui sont toujours les mêmes personnes qui vont être là, qui vont s'impliquer. Donc, si on veut aller au-delà de ce noyau, ce groupe-là, de quelle façon on va aller de l'avant? Ensuite, toute la question des enjeux relationnels dynamiques de pouvoir. Donc, ça peut aller de l'ordre des liens d'expertise, en fait, l'aisance à prendre la parole. Si c'est des professionnels de la ville en urbanisme, il y a des citoyens, des citoyennes. Donc, comment le statut ou l'expertise qu'on peut avoir sur un sujet peut être un vecteur qui va faciliter la prise de parole ou au contraire nous rendre plus gênés, plus timides. Donc, comment on peut réfléchir à cette question-là pour lever finalement les obstacles à la prise de parole. Et enfin, toute la question de la non-représentativité, de la méconnaissance des diverses réalités sociales. Donc, par exemple, une femme racisée qui se sentirait pas nécessairement, qui sentirait que ses opinions, ses perspectives ne sont pas nécessairement considérées lorsqu'elle prend la parole, le fait qu'on n'ait pas une bonne connaissance de certaines dynamiques, de certains quartiers en particulier. Donc, ça peut aussi nuire à, en fait, la crédibilité ou l'intérêt que peuvent avoir certains groupes sociaux à s'impliquer, à faire partie intégrante de certaines démarches de gestion publique, de participation publique citoyenne. Merci, Josiane. Effectivement, donc ça, c'était vraiment les grands constats de notre état des lieux. On a peut-être oublié aussi de mentionner un peu la méthodologie qui a été utilisée. Donc, bien sûr, on a fait un recensement des écrits pour voir un peu quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les choses à considérer aussi. On a aussi fait beaucoup de séances d'observation dans différents lieux de participation. On a fait des groupes de discussion, des entretiens avec les personnes qui organisent les consultations, les moments de participation citoyenne avec les élus, avec les fonctionnaires. Donc, il y a vraiment une diversité de personnes qui ont participé. Donc, tout ça nous a amené à un forum d'échange. Donc, avant de publier les résultats de notre état des lieux, c'était très important pour nous de pouvoir les valider auprès d'une diversité de femmes montréalaises. Puis, c'est important peut-être de noter aussi que l'échelle, justement, de notre projet était l'agglomération de Montréal, donc à l'échelle de l'île de Montréal, qui comprend à la fois la municipalité de Montréal, ses arrondissements et aussi les différentes villes liées. Donc, lors d'un forum d'échange qui a été organisé, il y avait à peu près 75 participantes qui sont venus justement pour écouter les résultats de l'état des lieux et pour nous affirmer ou non, justement, les résultats. Donc, on était très contents de savoir que oui, semble-t-il que nos conclusions étaient assez valides et que justement, ça correspondait à aux différents obstacles qui sont vécus par les femmes ou observés par les femmes qui sont venues participer. On était assez contente aussi de voir que les personnes qui étaient dans la salle avec nous étaient des personnes qui venaient vraiment de différents milieux. Donc, il y avait des personnes qui venaient des villes liées, plus anglophones dans l'ouest de l'île. Il y avait d'autres personnes qui représentaient plus le côté municipal. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus du côté communautaire, etc. Donc, vraiment une diversité de voix de personnes qui étaient là.
Ensuite, après avoir validé justement nos conclusions, c'était pour essayer de co-créer des solutions. Donc, de dire, OK, maintenant, on sait quels sont les obstacles à la participation des femmes et à la diversité des femmes aussi qui participent à la vie démocratique à Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, et à l'échelle de l'agglo, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de surmonter ces barrières-là? Donc, quelles sont nos idées pour des choses qui peuvent être améliorées, justement, dans le contexte de la participation publique? Et donc, en travaillant en sous-groupe, on a pu identifier, je pense qu'il y avait 105 différentes pratiques qui ont été nommées. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup. Puis ça a fait en sorte aussi que les solutions qui sont proposées et qu'on a pu expérimenter par la suite étaient vraiment à l'image de la diversité des femmes qui habitent sur l'île de Montréal. Donc, ça nous amène à nos projets d'expérimentation. Donc, on a identifié les obstacles, on les a validés auprès de femmes, on a fait des ateliers de co-création et d'idéation pour identifier les solutions. Maintenant, on doit savoir est-ce que les solutions sont efficaces, est-ce qu'ils semblent avoir justement un impact sur la participation des femmes. Et donc, on a pu organiser des partenariats avec vraiment divers partenaires, en fait, qui se sont dit prêts et ouverts à modifier la façon de faire la participation publique pour intégrer certaines pratiques que nous, on aurait proposées dans le cadre du projet MTL et pour voir si, au final, ça semble avoir un impact sur la participation des femmes. Puis, quand on parle des éléments qui nous intéressaient, on voulait savoir, premièrement, est-ce qu'on est dans la zone parterre en termes de nombre de femmes qui sont présentes pour une démarche participative? Est-ce que les femmes participent de façon activement, donc c'est-à-dire est-ce qu'elles posent des questions, est-ce qu'elles participent en sous-groupe, est-ce qu'elles proposent des idées, tout dépendamment du format. Et on voulait aussi, toujours avec nos lunettes ACS+, voir est-ce que la diversité des femmes sont bien représentées ici lors de ce moment de participation publique. Donc, vu qu'on avait avec la force de notre partenariat avec Relais Femmes et avec la Coalition montréalaise des tables de quartier, on a pu couvrir un peu plus de territoire aussi. Donc, avec Concertation Montréal, on a pu expérimenter avec différents arrondissements, avec les Villiers, avec l'Office de consultation publique de Montréal et avec le Conseil municipal. Tandis que la CMTQ a travaillé de leur côté avec différentes tables de quartier. Sur l'ensemble, on a pu rejoindre vraiment beaucoup d'endroits différents aussi. Donc, vraiment, tu sais, quand on part d'une Villiers, par exemple, où est-ce qu'on a à peu près 5-6 000 personnes qui y résident versus avec le Conseil municipal de Montréal qui représente 2 millions de personnes. Fait qu'il y a vraiment des échelles différentes aussi. Puis, il faut savoir aussi que justement, ce qu'on peut faire dans le cadre d'une consultation publique, par exemple, pour le réaménagement d'un parc, c'est pas la même chose qu'avec un conseil municipal ou un conseil d'arrondissement où est-ce que c'est beaucoup plus structuré. Fait qu'on a pu mettre en œuvre différentes pratiques dans différents contextes aussi. Donc, notre rôle de l'équipe MTL aussi, c'était pas juste de proposer des expérimentations ou des projets ou des pratiques, c'était aussi pour accompagner la mise en œuvre de ces pratiques et pour faire une évaluation continue et systématique aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on était vraiment toujours présente sur le territoire aussi pour faire des séances d'observation, pour parler avec des personnes qui organisaient l'événement, pour faire passer des sondages aussi, pour voir est-ce que la qualité comme telle de l'expérience de participation a été appréciée aussi. Est-ce qu'on voyait que justement les différentes pratiques qui ont été mises en œuvre dans ce moment-là avaient un impact ou non? Est-ce que c'était positif ou non? Est-ce qu'on semblait voir justement une différence? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Donc, c'est ça. Donc, comme vous voyez sur l'écran, c'est quand même assez rigoureux comme approche aussi. Mais on était vraiment très contente du processus et vraiment de l'ouverture des partenaires aussi à vraiment s'investir, à améliorer la qualité de la participation publique pour l'ensemble des femmes. Donc, tout ça nous a amené à produire une trousse d'outils avec nos conclusions. Qui vous sera présentée dans une petite minute, mais on voulait aussi vous montrer, comme je vous ai dit il y a quelques minutes aussi, vraiment l'échelle territoriale aussi sur laquelle on a pu expérimenter.
Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est quand même assez large, puis on rejoint quand même différents endroits sur l'agglomération de Montréal. Donc c'est ça. Puis c'est vraiment aussi la complexité du potentiel de différents espaces de participation, de contextes particuliers, tout ça, qui est un des forces du projet, parce que comme ça, quand on arrive à notre trousse d'outils, ben, on peut affirmer le fait que justement, le potentiel d'utiliser cette pratique-là dans différents espaces est valide et qu'on l'a essayé, on l'a expérimenté et justement, il y a des adaptations qui peuvent être faites pour vous servir dans divers contextes. Merci Catherine. Donc c'est ça, donc tout ce beau travail, donc comme on a dit, qui a été échelonné sur 3 ans, sur plusieurs étapes, un état des lieux, des consultations, des expérimentations, donc tout ça, ça a mené à la création d'une trousse d'outils pour une participation égalitaire et inclusive de toutes les femmes. Et donc, c'est ça l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose qui pouvait servir, que les milieux pouvaient s'approprier, donc de très concret en fait, avec des bonnes pratiques donc de participation et qui a été présenté dans plusieurs quartiers, dans plusieurs arrondissements, donc un peu partout à l'échelle montréalaise, à l'échelle québécoise aussi, au Canada et même à l'international. Il y a eu des ateliers aussi parfois plus spécifiques, adaptés à certaines réalités qui ont été données, des formations. Bientôt, donc, il y aura aussi des modules de formation en ligne qui vont permettre de s'approprier encore plus le contenu donc, de la trousse d'outils qui a été réalisée. Et donc, cette trousse d'outils-là, elle comprend 23 pratiques prometteuses. Donc, il y a, à partir donc, des dizaines, centaines en fait, pratiques qui ont été étudiées, il y a 23 pratiques prometteuses qui ont été identifiées. Donc, c'est vraiment le concentré de tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Et donc, on va voir ensemble là, de quoi ça a l'air, ces pratiques-là. Donc, dans la trousse, il y a des fiches donc, de pratiques prometteuses. Je pense qu'il y a une diapositive qui montre vraiment de quoi ont l'air les pratiques, mais donc, on va revenir de façon plus approfondie sur le contenu de ces fiches pratiques. Mais donc, dans la trousse, il y a donc une présentation du projet MTL, tout le cadre et les concepts clés. Donc, il y a quand même eu une grosse revue de littérature qui a été faite, beaucoup de recherches qui a été faite, la présentation donc, de toute la démarche qui a eu lieu, et donc, enfin, l'inventaire de pratique, les fiches de pratique. Mais donc, on utilise beaucoup le mot pratique aujourd'hui dans la présentation et dans la trousse parce que c'est ça, on trouvait ça vraiment important que, oui, il y a un travail de recherche qui est important, mais pour vraiment transformer ou permettre une application concrète de tout le fruit des apprentissages des dernières années, c'était ça l'idée, c'était de créer des outils. Donc là, on va voir un peu plus les pratiques prometteuses qui existent. Donc, il faut savoir que dans la trousse, il y a 5 axes qui ont été identifiés pour favoriser donc, une participation plus égalitaire, plus inclusive. Et donc, pour chaque axe, il y a différentes pratiques prometteuses qui ont été identifiées. Donc, le premier axe, il concerne la diffusion de l'information et les communications. Donc, c'est tout ce qui entoure les événements qu'on va organiser, donc que ce soit des démarches de consultation, faire donc une consultation publique, que ce soit faire le plan d'un quartier. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées à tous les jours dans des quartiers, dans des arrondissements, à la ville de Montréal, pour transformer collectivement un parc, etc., ou un quartier en général. Et donc, là, l'idée, c'est de voir, OK, quand on communique autour de ces démarches-là,
comment on le fait? Quel langage on utilise? Est-ce que on utilise un langage épicène, donc féminisé, qui va faire que moi, par exemple, en tant que femme, lorsque je lis les communications, je me sens interpellée dans le message qui m'appelle à participer à la rencontre. Que les communications sont accessibles, donc que le langage qui est utilisé peut être compris par une majorité de personnes. Est-ce qu'il y a plusieurs langues, peut-être même, qui ont été utilisées pour que des femmes qui ne parlent pas encore le français ou l'anglais puissent participer elles aussi? Est-ce que c'est clair, en fait, la façon dont on peut s'impliquer dans cette consultation-là ou cette démarche-là? Est-ce qu'on comprend les conditions de cette participation? Et donc, finalement, est-ce que les communications, le langage qui est utilisé, on peut se reconnaître dedans pour participer? Donc ça, c'est un aspect qui est très, très important, donc, de s'assurer que les communications, dès le départ, en amont, sont inclusives. Ensuite, l'axe 2, il concerne tout ce qui est mobilisation et empowerment. Donc, lors des événements, par exemple, est-ce que il y a du monde qui est là pour accompagner les femmes dans leur participation? Est-ce que lorsque c'est nécessaire, est-ce qu'il y a une personne ressource, par exemple, qu'on peut interpeller pour mieux comprendre à quel moment on peut parler? Est-ce que le cadre de participation est clair? Est-ce qu'il y a des activités qui sont faites tout au long de l'année, même sur la participation citoyenne, sur les différentes façons de s'impliquer au changement? Est-ce que le CA, par exemple, d'un organisme est déjà lui-même représentatif pour que les femmes puissent se reconnaître dans l'organisme et être encouragées à participer? Donc, il y a toutes sortes de stratégies, encore une fois, qui peuvent être mises en place avant, pendant et après des moments clés de consultation. L'axe 3, donc, il concerne, lui, la révision des structures et des mécanismes de consultation. Donc, est-ce que les attentes sont claires? Est-ce qu'on sait, en fait, quand on participe à cette consultation-là, dans quel cadre plus large ça s'inscrit? Est-ce que le lieu qui a été choisi est accessible est-ce qu'il est accessible en transport? Est-ce qu'il est accessible à pied? Est-ce qu'il est accessible en fauteuil roulant, par exemple? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de participer? Donc, est-ce que c'est seulement une prise de parole à l'oral? Ça peut être intimidant pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut aussi peut-être écrire son avis, dessiner, écrire un poème? Donc, c'est vraiment aussi de penser à la variété. Quand on dit qu'on veut la participation de toutes les femmes, c'est vraiment de penser, comme l'a dit Josiane aussi avec l'approche ACS+, à la multitude de femmes qui peuvent participer et donc à la multitude d'obstacles qu'on veut dès le départ identifier pour pouvoir en fait, mettre en place des solutions concrètes qui vont faire que tout le monde peut participer. Donc c'est vraiment de penser à ça. Ensuite, il y a bien sûr le jour J, tout ce qui est accueil, déroulement, tout le côté logistique. Donc de s'assurer que l'accueil est chaleureux, que ce n'est pas un lieu qui est intimidant, peut-être même penser à la taille de la salle, comment la salle est décorée, est-ce qu'il y a on peut même penser à mettre des photos dans la salle de femmes qui s'impliquent pour inspirer celles qui sont venues participer, de faire un aménagement aussi qui va faciliter la prise de parole de toutes les femmes. Donc, s'assurer, par exemple, que c'est accessible en fauteuil roulant, mettre en place un système de micros alternés, donc d'avoir un micro pour chaque genre pour s'assurer aussi que même dans la prise de parole, concrètement, là, matériellement, dans la salle, on s'assure que les femmes peuvent prendre la parole de façon alternée avec d'autres personnes qui peuvent être présentes.
Et donc aussi, c'est ça, de nommer les préoccupations, de dire ce qu'on veut faire, en fait, l'intention derrière cette consultation, la volonté d'être inclusive et de ne pas reproduire certains rapports de pouvoir inégaux. Donc, il y a une multitude, là, c'est vraiment, je donne juste quelques exemples, mais il y en a vraiment beaucoup que vous allez pouvoir découvrir après. Et enfin, donc ça, l'axe 5, c'est celui qui concerne la formation et le développement professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est un travail de fond qui est important à faire, donc de se former, de former les personnes qui vont être directement dans l'organisation, dans la mobilisation, dans l'animation donc des consultations. Et de toujours se remettre en question, toujours se poser les bonnes questions, de s'évaluer aussi, évaluer la façon dont se passent les événements pour après pouvoir revenir sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, même là, avec le contexte pandémique, ça a été l'occasion, je pense, pour beaucoup d'instances municipales, paramunicipales, les tables de quartier, de revoir aussi les pratiques pour pouvoir les adapter à l'ère du numérique. Donc ça, c'est vraiment important, en fait, non seulement de, oui, avoir ces soucis-là, ce souci d'équité, d'inclusion avant un événement, pendant un événement, mais aussi tout au long de l'année et toujours, et de continuer à s'éduquer sur ces enjeux. Donc maintenant, comment concrètement, là, on peut utiliser la trousse d'outils? Donc à la fin de la présentation, vous allez avoir le lien vers la trousse. Donc, qui est disponible en ligne très facilement. Peut-être que ça va être plus simple aussi pour certaines personnes de l'imprimer. Puis, c'est pour ça aussi qu'il y a des fiches pratiques qui peuvent être facilement en fait, détachables du reste. Donc, si on a besoin, par exemple, pour un événement spécifique, on veut se concentrer sur une fiche spécifique, c'est possible aussi. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'abord de consulter l'inventaire des pratiques. Donc, le tableau qu'on vient de voir, par exemple, il résumait bien là, les 23 pratiques selon les axes. Donc, de trouver le numéro de la fiche en l'identifiant par le code de couleur de l'axe d'intervention. Donc, c'est aussi une trousse qui est très belle là, visuellement. Il y a des couleurs, il y a un grand travail de graphisme aussi qui a été fait. Et c'est aussi pour permettre, par exemple, c'est ça, d'identifier par code de couleur l'axe d'intervention sur lequel on veut se concentrer, puis de pouvoir retrouver la fiche après. Une fois qu'on a trouvé la fiche, de la lire au complet, puis de réfléchir à la meilleure façon de l'adapter à son milieu. Donc, c'est des fiches qui ont été faites à partir d'expériences donc, dans des instances municipales, paramunicipales, communautaires et de tables de quartier. Mais ça a été fait de façon à ce que tout le monde puisse se les approprier et les adapter donc à son propre milieu, sa propre réalité. Puis c'est quand même facilement transposable là, à quiconque veut les utiliser, puis donc mettre en place la pratique en question. Et comme on a dit, c'est toujours important après de revenir sur l'expérience, d'identifier de quelle façon ça peut être amélioré pour la prochaine fois, parce qu'il y a toujours de la place à l'amélioration. Ensuite, la fiche. C'est de ça que ça a l'air, donc une fiche de pratique prometteuse. Donc, sur chaque fiche, il y a une description donc, de la pratique. Quels sont les objectifs, en fait, derrière l'utilisation de cette fiche? Comment on peut l'appliquer concrètement donc, à son milieu, à un événement donné? Il y a aussi souvent donc il y a la carte des lieux d'expérimentation, donc où ça a déjà été testé, approuvé. Donc il y avait un code de couleur encore une fois. Donc c'est soit les quartiers, soit les arrondissements, soit des lieux où il y a et des quartiers et des arrondissements. Donc il y a toujours la carte des lieux, il y a des exemples de succès. Donc c'est ça aussi, c'est à ça que ça a servi toute l'expérimentation qui a été faite en amont. C'est qu'il y a eu des collaborations qui ont été faites donc avec certains arrondissements, certains élus, certaines tables de quartier qui ont permis donc de tester en fait ces pratiques-là ou même parfois qui viennent de ces collaborateurs-là. Et donc, il y a toujours des exemples très concrets là, de succès.
Enfin, il y a toujours tout ce qui est défis, variantes, questions à se poser, astuces. Donc, il y a plein c'est ça, de petits encadrés qui vont être très utiles pour s'approprier la fiche. Il y a aussi une légende là. Donc, sous le titre, on voit qu'il y a des espèces d'icônes. Donc, il y en a une qui concerne le potentiel d'impact, donc la probabilité que ça facilite la participation des femmes ou non. Il y a le temps de préparation et de réalisation que ça nécessite, et ensuite les ressources humaines nécessaires. Donc vraiment, nous, ce qu'on préconise, c'est de lire la fiche, réfléchir à comment l'adapter à son milieu, donc en évaluant les opportunités, les contraintes, de mettre en place donc le changement, puis toujours de revenir sur l'expérience et la bonifier. Donc, pour conclure, pour aller plus loin, donc justement la trousse qui est disponible sur ce lien-là que vous avez dans le PowerPoint. Et on a les contacts en fait de Leila, donc son courriel et le mien. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin suite à cette présentation-là, n'hésitez pas là, à nous écrire. On est disponible, ça va nous faire plaisir de vous en parler plus amplement ou autrement. Et donc, voilà, je crois que ça conclut. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous souhaite une bonne continuité dans votre cours de gestion publique, je crois. Et je ne sais pas, les filles, si vous voulez conclure aussi. Je voulais juste dire merci pour votre écoute et bonne session. Oui, merci, bonne continuation.